Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la première partie du cours du cinématique du point matériel. La cinématique, c'est quoi? C'est la partie de la mécanique qui permet d'étudier et de décrire le mouvement des corps qui les produisent, indépendamment des causes qui les produisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche pas à savoir quelles sont les causes qui ont donné naissance à ce mouvement. On cherche seulement à préciser la trajectoire et écrire les lois horaires du mouvement. Donc, l'état du repos et du mouvement des corps sont relatifs. L'état du repos et du mouvement est relatif. On connaît tous l'exemple du passager dans un avion en vol, d'accord? Ou bien d'un passager qui se déplace dans un train. Le passager se voit immobile, alors qu'une personne qui est dans la station voit ce passager en mouvement. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que l'état du repos et du mouvement sont relatifs. Donc, pour étudier un mouvement d'une particule ou d'un mobile, on a besoin d'un repère, d'accord? On a besoin d'un repère. Donc, on va définir ici un repère. Définition d'un repère. Donc, un repère, c'est quoi? C'est une base cartésienne. Donc, c'est une base cartésienne. C'est une base cartésienne, R, I, J, K. De base I, J, K. Ça, c'est un repère à 3 dimensions. Donc, c'est-à-dire un triplé de 3 vecteurs. Un triplé de 3 vecteurs unités. Mutuellement orthonormés. Je m'entends orthonormés. Maintenant, la même norme. Mutuellement orthonormés. La même norme. Voilà. Définition maintenant du point matériel. Définition du point matériel. C'est quoi un point matériel? Alors, c'est un objet physique de dimension négligeable, si bien que sa position à un instant donné est un point de l'espace à 3 dimensions. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple un repère à 2 dimensions, d'accord? O, donc I, J, X, Y, je repère le mobile T par un point. Je répète, alors que c'est un objet physique de dimension négligeable, donc dimension négligeable, il n'a pas de dimension, d'accord? Dimension négligeable, et la position de ce mobile dans un repère est repérée par un point, d'accord? Voilà. Donc, encore une définition, le vecteur position. Le vecteur position. C'est quoi la définition du vecteur position? Donc, soit un repère cartésien, R, I, J, K, et un mobile qu'on va noter M, de l'espace. Donc là, on a pris un repère à 3 dimensions et on a pris un mobile M. Donc, le vecteur position, c'est la position. Donc, voilà le repère X, Y, Z, I, J, K. Si le mobile M, il se trouve dans cette position, il sera repéré par quoi? Par le vecteur OM. Il sera repéré par le vecteur OM. OM est le vecteur position. OM est le vecteur position. Bien sûr, les coordonnées du point M, c'est quoi? Donc, je fais la projection du point M sur le plan X, O, Y.
D'accord? Après, je fais la projection suivant Y et suivant X. Donc, هذا c'est quoi? C'est XM. Là, c'est quoi? Là, c'est quoi, pardon? C'est YM. Et pour trouver la coordonnée sur Z, ça c'est ZM. D'accord? Donc, bien sûr, si les coordonnées X, Y, Z sont indépendantes du temps, elles sont constantes, ça veut dire que M ne bouge pas. Si les coordonnées varient en fonction du temps, ça veut dire que M est en mouvement. D'accord? Donc, à chaque instant T, on peut associer, donc, à chaque instant T correspond une position du mobile M repérée par quoi? Cette position est repérée par quoi? Par les coordonnées X de T, Y de T et Z de T. Donc, quand on écrit X de T, Y de T et Z de T, ça veut dire quoi? Ce sont les coordonnées du point M qui varient en fonction du temps. C'est tout. D'accord? On définit maintenant la trajectoire. La trajectoire, c'est quoi? C'est le masar. Le masar, c'est quoi? C'est le lieu géométrique des positions successives occupées par le mobile M au cours du temps par rapport au repère choisi. Donc, le masar, il est repéré par X de T, Y de T et Z de T. Si j'ai les trois équations, X de T, Y de T et Z de T, je peux trouver l'équation de la trajectoire. Comment on fait? Ça, vous le savez déjà, vous l'avez déjà fait en terminale. On va éliminer la variable du temps. Par exemple, si on me donne X de T, Y de T, je vais éliminer la variable du temps pour trouver Y en fonction de X. Voilà. Donc, si la trajectoire est une droite, donc trajectoire droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement est rectiligne. Donc, on a un mouvement rectiligne. Hadi bayna. D'accord? Si le mouvement n'est pas rectiligne, il est comment? Il est quelconque. Quand il est quelconque, on dit qu'il est curviligne. Donc, sinon, le mouvement est curviligne. Sinon, le mouvement est curviligne. Sinon, le mouvement est curviligne. Donc, si la trajectoire est curviligne, si maintenant la trajectoire est curviligne, donc si la trajectoire est curviligne, j'ai repéré ici une trajectoire curviligne. Donc, si j'ai un repère, par exemple, à 2 dimensions, X, Y, là c'est O. Le vecteur position à l'instant T0, par exemple, il est là. Donc, le mobile, il est là. Donc, le vecteur position, il va être repéré par le vecteur OM0. Donc, à l'instant T0. Maintenant, à l'instant T1, le mobile se trouve ici, par exemple, à la position M1, correspondante à l'instant T1. Donc, on a le vecteur position, il est comment? Regardez. Le vecteur position, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le vecteur position a changé de direction, il a changé de module et il a changé de sens. Donc, si la trajectoire est curviligne, le vecteur position varie en sens et en module. Voilà. Maintenant, on va voir le vecteur déplacement. Donc, le vecteur déplacement est indépendant du choix de l'origine pour repérer la position. C'est quoi le vecteur déplacement? Dans cette
dans cette figure, si je vais utiliser la relation de Charles, qu'est-ce qu'elle va me permettre d'écrire? Je sais que OM1, par exemple, OM1 est égal à quoi? Est égal à OM0 plus M0, M1. OM1 est égal à OM0 plus M0, M1. J'ai introduit le M0 en utilisant la relation de Charles. À partir de là, j'ai envie de tirer M0, M1. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à OM1 moins OM0. Tout simplement, M0, M1, c'est le vecteur déplacement. C'est le vecteur déplacement. Donc, OM1, c'est quoi? C'est la position finale. Et OM0, c'est la position initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur déplacement, c'est la soustraction entre deux vecteurs. Le premier représente la position finale et le deuxième représente la position initiale. Donc, M0, M1, je peux aussi l'écrire comme étant un delta de OM de T. C'est la variation, delta, c'est la variation. À chaque fois qu'on a envie de représenter une variation, on met le signe delta. Donc, M0, M1 est égal à la variation du vecteur OM T. OM de T, OM en fonction du temps. Parce que OM1, c'est le vecteur à l'instant T1. Et OM2, c'est le vecteur position à l'instant M0. Voilà. Donc, ça, c'est égal à quoi? Je peux aussi le repérer par delta S. La flèche, elle est sur S et non pas sur le delta. Donc, delta S. S, c'est quoi? C'est l'abscisse curviligne. On va la voir par la suite. Voilà. Maintenant, on va voir le vecteur vitesse moyenne et instantanée. Par définition, le vecteur vitesse moyenne est égal à quoi? C'est égal à M0, M1 sur T1 moins T0. M0, M1, c'est quoi? C'est le vecteur déplacement qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? M0, M1, c'est le vecteur déplacement qu'on a vu tout à l'heure. Sur T1 moins T0, c'est delta T. Donc, M0, M1, comme on l'a noté tout à l'heure, on l'a noté, delta de OM de T, que je divise par delta T. Ça, c'est le vecteur vitesse du mobile entre deux instants, T0 et T1. Maintenant, le vecteur vitesse instantanée, je peux le définir à partir du vecteur vitesse moyenne. Donc, il est défini par quoi? Défini par V qui est égal à la limite de delta de OM de T sur delta T, lorsque delta T tend vers 0. Regardez, T1 moins T0, c'est quoi? C'est l'intervalle du temps. Plus l'intervalle du temps il devient faible, plus l'intervalle devient petit, plus la vitesse moyenne se rapproche de la vitesse à un instant donné, qui est la vitesse instantanée. D'accord? Donc, le vecteur vitesse instantanée V, et donc il est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Donc, j'ai mis ici, il est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Son module est égal à la limite de la variation de la vitesse moyenne lorsque l'intervalle du temps est minime, il tend vers 0. Donc, ça, ce n'est rien d'autre que la définition même de la dérivée. Donc, j'ai remplacé toute cette écriture par d de OM sur dt. C'est donc la dérivée de la position par rapport au temps. On va prendre un petit exemple sur le mouvement rectiligne. Donc, dans le cas d'un mouvement rectiligne, suivant OX, par exemple, Vx de t est égal à d de x de t sur dt. C'est quoi cette écriture? Bon, puisqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne,
suivant OX, ça veut dire que la vitesse a une seule composante qui est Vx de t. Elle dépend de x. C'est pour ça qu'on écrit Vx. Maintenant, cette vitesse, elle est variable puisque le x est en fonction du temps. Cette vitesse, je vais écrire Vx de t. Ça veut dire que la vitesse dépend du temps. D'accord? Donc, dx de t sur dt. Et ça, c'est quoi? Donc, hadith, si vous voulez, c'est l'expression analytique. L'ibara al-jabriya. Maintenant, la définition, plutôt comment dirais-je? Donc, graphiquement, cette définition est représentée par la pente de la tangente. La pente de la tangente au diagramme des espaces. Au point correspondant à l'instant t. D'accord? Donc, Vx de t, c'est la pente de la tangente au diagramme des espaces correspondant à l'instant t. Donc, Hadia, c'est la pente de la tangente. D'accord? Alors, le diagramme de x de t, alors on va dire x de t me donne le diagramme des espaces. C'est ce qu'on appelle le diagramme des espaces. Et v de t, ou là, Vx de t, dans notre cas, c'est le diagramme des vitesses. D'accord? Et on va voir maintenant comment on va représenter le vecteur accélération. On va d'abord le définir, vecteur accélération. Donc, la même chose ici, ça sera moyenne et instantanée. Le vecteur vitesse moyenne et accélération moyenne et accélération instantanée. Donc, pour caractériser la façon dont la vitesse varie, on introduit une grandeur physique qu'on appelle l'accélération. Donc, cette accélération A, M, on va commencer par l'accélération moyenne dans un premier temps. AM, c'est égal à quoi? C'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc, quand on dit variation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que final moins initial. D'accord? Donc, VF moins VI, V final moins V initial, sur T final moins T initial. Donc, le delta V, c'est quoi? C'est un vecteur. Delta V, c'est un vecteur. C'est le vecteur variation. C'est le vecteur variation du vecteur vitesse. Vitesse instantanée. C'est le vecteur variation du vecteur vitesse instantanée. Parce que quand on dit VF, c'est V à un instant bien précis, à l'instant final. Donc, l'accélération moyenne a donc comme module, donc l'accélération moyenne, le module TH, c'est égal à quoi? C'est delta V sur delta t. C'est le module de delta V sur delta t. Delta V, puisque c'est un vecteur, je le divise par un scalaire, ça me donne un vecteur. Le module de ce vecteur représente le module du vecteur accélération. Donc, le module TO, et il a donc pour direction, donc le module de l'accélération, et la direction de AM, la direction du vecteur accélération moyenne est la même que la direction de delta V. Voilà, parce que delta T est une constante positive. Le temps est toujours positif. Puisque delta T est une grandeur positive. Donc, la direction de AM, ça sera la direction de delta V. Et bien sûr, le sens de AM, ça sera aussi le sens de delta V, puisque delta T est une grandeur positive. Maintenant, comme on l'a fait pour la vitesse, si on considère un intervalle delta T très très petit, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir l'accélération instantanée. Donc, si delta T tend vers
0, l'accélération moyenne va tendre vers l'accélération instantanée. Donc, A est égal à quoi? C'est la limite de delta V sur delta T lorsque delta T tend vers 0. Et ça, donc, ce n'est rien d'autre que la dérivée de delta V sur delta T. Donc, en partant de ça, je sais que A est égal à delta V sur delta T, qui est aussi égal à d au carré de M sur dt au carré. Parce que V, c'est la dérivée de la position. Donc, je reprends ici. A est égal à delta V sur delta T. Donc, je garde d sur delta T. Et V, c'est quoi? C'est d de OM sur delta T. Donc, là, on a d au carré de OM sur dt au carré. Voilà. Si je reprends l'exemple de la direction du mouvement rectiligne comme on l'a fait tout à l'heure, donc AX sera égal à quoi? Donc, on va mettre exemple dans le cas d'un mouvement rectiligne suivant OX par exemple. Donc AX de T sera égal à quoi? C'est d de Vx sur dt. D'accord? Et graphiquement, ça représente quoi? Ça représente la pente de la tangente au diagramme des vitesses. AX de T, comme on l'a défini ici, donc à partir de AX de T, on obtient le diagramme des accélérations. Le diagramme des accélérations, c'est la courbe de variation de l'accélération en fonction du temps. Voilà. Dans cette partie, on va voir les relations intégrales. Ça veut dire quoi? On a vu précédemment que, qu'est-ce qu'on a? X de t, on a V de t et A de t. Le passage de X de t à V de t, il se fait par quelle relation? Il se fait par dérivation. C'est-à-dire que si je dérive X, j'aboutis à la vitesse. Maintenant, pour trouver l'accélération, qu'est-ce que je fais? Je vais dériver la vitesse. Donc, le passage de X à V à A, il se fait par dérivation. D'accord? Dans ces relations intégrales, on va voir que le passage de A à V, de V à X, il se fait par intégration. D'accord? Il suffit par, là, je vais dériver et le passage en sens inverse, il se fait par dérivation, par intégration, pardon. Donc, on va commencer dans les relations intégrales par voir comment je peux faire le passage de la vitesse à la position. Après, on va voir comment je peux passer de l'accélération à la vitesse. Voilà. Donc, dans un premier temps, passage de la vitesse à la position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai maintenant, je n'ai pas la position, j'ai la vitesse et je veux trouver la position. D'accord? Alors, comment je fais? Donc, ça va être le petit a, parce qu'il y aura aussi le petit b par la suite. Ça, c'est le passage de la vitesse à la position. Donc, je sais que v de t, si je considère, pour simplifier les choses, je considère un mouvement rectiligne suivant l'axe OX. Donc, la vitesse, je vais l'écrire Vx de t. Vx de t est égal à quoi? Je sais que c'est égal à dx de t sur dt. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Dx de t est égal à quoi? À partir de là, نجبد هذه Vx de t comme si كراهي Vx de t sur a. Donc, dx de t fois a est égal à Vx de t fois dt. Donc, on a dit que Vx de t est connu. Le but, c'est de trouver x de t. Mais là, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas x de t. C'est la dérivée de x de t. Donc, je dois me débarrasser de la dérivée. Pour me débarrasser de la dérivée, je dois mettre l'intégrale. D'accord? Maintenant, quand je mets l'intégrale, là, je m'arrête et je me pose la question.
Qu'est-ce que je veux faire de cette relation? Est-ce que je veux trouver une seule valeur de x de t ou bien est-ce que je veux trouver une expression générale de x de t? Maintenant, dans un premier cas, si je veux trouver, donc on va écrire pour trouver les valeurs de x de t à un instant donné, par exemple TF, que j'appelle TF. Par exemple, je veux trouver x de 3, x de 5, x de 4. Qu'est-ce que je fais? Je vais intégrer, bien sûr, en connaissant l'instant initial du mouvement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais intégrer la relation TI entre TI et TF. Donc, bien sûr, là, ça va être les mêmes bornes de l'intégrale, donc TI et TF. Là, l'intégrale va disparaître avec la dérivée parce que l'intégrale, c'est la fonction inverse de la dérivée. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester x de t que je vais prendre entre ti et tf, qui est égal à l'intégrale de vx de t dt entre ti et tf. Donc, c'est quoi? C'est x de tf moins x de ti qui est égal à l'intégrale de vx de t dt entre ti et tf. Si x de ti est connu, je peux facilement trouver x de tf qui est donc égal à x de ti plus l'intégrale de vx de t dt. C'est l'expression qu'on va utiliser pour trouver x à une valeur à un instant, la valeur de x à un instant donné. Maintenant, si je veux trouver une expression générale de x de t, qu'est-ce que je fais? Je vais intégrer, je vais changer tout simplement les bornes de l'intégrale. Donc, arrivant à ce niveau-là, je vais intégrer dx de t entre ti et t. C'est donc égal à l'intégrale de Vx de t dt entre ti et t, qui est donc égal à, bien sûr, la dérivée à l'intégrale, il prend les x de t entre ti et t, qui est égal à l'intégrale Vx de t dt entre ti et t. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Je trouve x de t moins x de ti égale à l'intégrale de x de t dt entre ti et tf. Et l'expression finale, ça sera alors x de t qui est égal à x de ti plus l'intégrale de vx de t dt. Donc, l'expression finale, c'est l'expression à laquelle on arrive, je dois faire ça. Voilà, l'expression pour aboutir à une expression générale de x de t. Voilà. On va voir un petit exemple pour cela. On va voir un petit